Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues du bureau de l'AMICA pour m'avoir donné aujourd'hui l'opportunité d'animer ce symposium qui est sponsorisé par notre partenaire, le laboratoire Novartis, que je remercie vivement pour leur soutien et leur support à la formation médicale continue. Aujourd'hui, on va parler des alternatives qu'on pourrait proposer, bien sûr en dehors des anti-TNF-alpha, à un patient qui a une spondyloarthrite axiale, éligible à un traitement biologique, bien sûr après échec des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors ici, c'est mon disclaimer, je passe. Alors, là, je ne vous apprends rien. Le concept de spondylarthropathie regroupe un ensemble hétérogène de pathologies ayant des caractéristiques en commun sur plan clinique, immunogénétique et sur plan radiologique. La forme la plus caractéristique est la spondyloarthrite axiale, plutôt la spondylarthrite axiale, spondylarthrite ankylosante, et à qui on donne depuis quelques années le nom de spondyloarthrite axiale radiographique. Ben justement, ce changement de terminologie a été motivé par les difficultés qu'on avait auparavant pour différencier sur le plan sémantique entre spondylarthropathie, spondylarthrite, spondyloarthrite, spondylarthrite ankylosante. Donc il y avait un grand flou et une vraie confusion dans le vocabulaire utilisé. Et grâce à une initiative française coordonnée par Pascal Claudebière de CHU Henri Mandor à Créteil, il a été proposé d'enlever le suffixe pathie et de le remplacer par it, qui traduit mieux le caractère inflammatoire de la maladie. Pathie, ce n'est pas spécifique, ça peut être du dégénératif, ça peut être de l'inflammatoire, ça peut être du malformatif. Et un O a été ajouté au milieu pour se démarquer de la spondylarthrite ankylosante, qui est un sous-groupe de la maladie. Donc ça donne in fine le terme de spondyloarthrite et qui rejoint parfaitement le terme anglo-saxon de spondyloarthritis. Alors comme ça, on pourrait mieux se comprendre à l'échelle internationale et avoir des groupes de patients homogènes qu'on pourrait inclure dans les essais thérapeutiques et les études épidémiologiques. Alors l'ASAS, qui est l'instance internationale d'évaluation des spondyloarthrites, a elle aussi mis un peu d'ordre en classant ces spondyloarthrites en deux formes phénotypiques. Alors d'un côté, il y a les formes axiales, avec deux sous-groupes, axial radiographique, axial non radiographique, on va en parler tout à l'heure, et puis il y a les formes périphériques qui regroupent le rhumatisme psoriasique, les arthrites indifférenciées, plutôt les arthrites réactionnelles, spondyloarthrites indifférenciées, les arthrites associées au MICI. Donc on est passé d'un concept assez vague, mal limité, à un concept plus cadré, relativement binaire, avec d'un côté les atteintes à prédominance périphérique et les atteintes à prédominance axiale. Et bien sûr, l'ASAS a validé des critères de classification pour chacune de ces deux formes. Nous, aujourd'hui, on ne va pas parler des formes périphériques, on va parler des formes axiales. Et le mode d'entrée dans les critères de classification des modes, plutôt des formes axiales, c'est les rachialgies. Rachialgie tout court. Chez un patient âgé de moins de 45 ans, et chez qui ça évolue depuis au moins 3 mois. Alors, moins de 45 ans, c'est important parce qu'après 45 ans, ce n'est plus spécifique. Alors après, on a deux bras. On a un bras radiographique, c'est la sacroïléite à l'IRM et ou à la radiographie standard selon les critères modifiés de New York. Et puis on a un bras clinique qui est représenté par l'HLA-B27 positif. Alors pour qu'un patient puisse être classé comme ayant une spondyloarthrite axiale, il doit d'abord être rachialgique et avoir soit une sacroïléite radiologique avec au moins une caractéristique de spondyloarthrite, ou bien avoir un HLA-B27 positif. Et là, on devient plus exigeant avec au moins deux des caractéristiques de spondyloarthrite. Et quand on voit les caractéristiques de spondyloarthrite, ça rappelle un peu les critères de Bernard Amor, à l'exception de la CRP qui a été intégrée. Alors, ces critères ASAS apportent la meilleure combinaison sensibilité, spécificité, contrairement aux critères du groupe européen ou des critères d'Amor qu'on utilisait auparavant. Alors, le problème de ces radiographies standards, c'est que des fois, la lecture est difficile, parfois difficile. On a souvent des discordances importantes dans l'interprétation de ces radiographies. Ça a été démontré dans plusieurs études, notamment dans les études
issue de la cohorte Désir. Cohorte Désir, c'est une cohorte française qui porte sur le devenir des rachialgies inflammatoires. Alors, on a observé que pratiquement 41% des sacroïlites unilatérales et 29% des sacroïlites bilatérales qui étaient confirmés par des radiologues locaux, au fait, c'était des faux positifs. Et la radiographie était tout à fait normale lorsqu'ils étaient lus par des experts en la matière. Alors, ceci, et pour pallier à cette problématique, a amené une équipe allemande, et plus particulièrement berlinoise, à évaluer l'apport de l'intelligence artificielle dans l'interprétation de ces radiographies. Et là, bon, c'est un article qui vient d'être publié en août de cette année. Alors, il propose un programme, c'est un programme avec un site internet dédié, où on peut uploader l'image, quelle que soit l'extension de l'image, et le logiciel, selon un algorithme bien précis, il va nous donner une interprétation avec un degré de certitude. C'est vrai que c'est du domaine de la recherche, mais ce n'est pas encore totalement validé, mais ça pourrait éventuellement proposer ou ouvrir des portes et avoir un outil de plus pour essayer de limiter au fait les surdiagnostics et les surtraitements. Alors, à l'IRM, on a parlé de la radiographie standard. Alors, la définition, et là je parle selon l'ASAS, la définition de la sacroïlite à l'IRM repose sur un signe cardinal, qui est l'œdème osseux sous-chondral. Il est nécessaire, bien sûr, sur au moins 2 coupes en cas de localisation unique, ou sur une même coupe quand il y a des localisations multiples. Et là, on parle de la séquence STIR, c'est-à-dire la séquence d'amplification du signal de la graisse. Alors, son absence, malgré la présence d'une synovite, d'une capsulite, d'une anthésite, de lésions structurales déjà avérées, n'est pas suffisante au diagnostic. Alors là, c'est vrai, c'est la lésion la plus sensible. Là, on voit par exemple, alors chez vous, c'est à gauche. En T1, l'œdème est en hyposignal, on ne voit pas très bien ses limites. Mais quand on passe à la pondération STIR, l'œdème est bien limité, il est en hypersignal. Comme j'ai dit, c'est une lésion très sensible, mais malheureusement, il n'est pas la plus spécifique. Ça peut se voir dans l'arthrose, ça peut se voir dans l'ostéose iliaque condensante, dans les sacroïlites infectieuses, chez l'athlète, en post-accouchement. Et là, pour essayer de trancher ou de faire le distinguo entre les atteintes rhumatismales et le reste, il faut d'abord prendre en considération la topographie des lésions. Et là, je vais faire un petit rappel anatomique. L'articulation sacroiliaque a 2 versants. Un versant antérieur qui est synovial, et c'est là où il y a les contraintes mécaniques. Et un versant postérieur qui est ligamentaire, et c'est là où les atteintes rhumatismales prédominent. Deuxièmement, si la sacroïléite, ou plutôt si l'IRM est douteuse, il ne faut pas hésiter à demander d'autres zones, une IRM d'autres zones, et notamment l'IRM rachidienne. Donc en gros, les atteintes rhumatismales ont une double dissémination. D'abord spatiale, les lésions n'ont aucun rapport avec les zones de contrainte mécanique, et puis temporelle, on peut avoir des lésions d'âge différents, comme par exemple ici, on a d'un côté ce qui est en hypersignal, ce qui est blanc, c'est l'œdème, et d'autre côté, ce qui est en hyposignal, c'est une séquence STIR, je rappelle, c'est de la métaplasie graisseuse. La métaplasie graisseuse, c'est la lésion pré-atteinte structurale. Alors, cette nouvelle classification a permis de faire dégager, ou plutôt d'émerger, une forme très particulière de la maladie, qui sont les formes non radiographiques. Quand je dis non radiographique, je parle de la radiographie standard, et non pas de l'IRM. On peut avoir une radiographie standard et des signes inflammatoires à l'IRM, ça reste une forme non radiographique. Alors là, le débat persiste toujours. S'agit-il de formes précoces, pré-radiologiques, qui vont évoluer un jour ou l'autre vers une SPA typique, et là, le moment dépendra, ou les moments d'évolution dépendra du profil de progression du malade. Est-ce qu'il est progresseur rapide? Est-ce qu'il est progresseur lent? Ou bien il s'agit d'une entité clinique à part entière qui n'évoluera jamais vers l'atteinte radiographique. Et là, ça a été démontré dans plusieurs études. Je reprends la cohorte Désir. On a observé que 4,9% des formes non radiographiques feront des atteintes structurales à 2 ans et 5,8% à 5 ans. Même chose dans la cohorte GESPIC. Cohorte GESPIC, c'est une cohorte allemande qui est identique à la cohorte Désir. La même chose, 11,6% en 2 ans. Alors, ceci va nous amener à parler des facteurs prédictifs de la progression structurale. Alors, il y a des facteurs
non modifiables, bien sûr, comme le sexe masculin, mais il y a des facteurs qu'on peut modifier, comme le tabac, avec un probable effet dose. Et puis, il y a l'obésité, il y a le stress mécanique qui est lié à des activités professionnelles contraignantes qui augmentent considérablement l'effet délétère de l'inflammation. Et après, on va remarquer au niveau des biomarqueurs, au niveau des scores d'activité, au niveau de l'imagerie, que plus la forme est active, plus il y a un risque d'évolution rapide vers des atteintes structurales. Alors là, c'était rapidement un tableau qui résume un peu les différences clés entre les formes radiographiques, non-formes, non radiographiques. C'est pas très visible, c'est un peu pixelisé ici. En gros, les formes radiographiques touchent plutôt l'homme. Ils sont plus handicapantes sur le plan fonctionnel. Et puis la CRP est souvent élevée dans ces formes. Alors maintenant, quel est l'état de l'art actuel en matière de traitement de la spondyloarthrite axiale 2021-2022? D'abord, les objectifs. Bon, bien sûr, il faut réduire les symptômes, maintenir la souplesse, réduire les limites fonctionnelles et maintenir cette capacité fonctionnelle, puis essayer d'éviter ou de diminuer les complications. Alors, pour ce faire, on va se fier aux recommandations actuellement en vigueur. Alors, il y a les recommandations EULAR-ASAS, ils ont été mises à jour en 2016. Alors ça, c'est des choses que vous connaissez. On passe. Alors, en premier, c'est bien sûr les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, on se donne un délai d'1 mois. On va essayer au moins 2 INS à dose maximale tolérée. Si ça ne marche pas, le patient est éligible à un traitement biologique. Donc, on descend. Traitement biologique, en pratique clinique courante, on fait appel aux anti-TNF-alpha. Pourquoi? Parce qu'il y a le recul sur la safety, le recul sur l'efficacité. Et puis, la même chose, on se donne voilà, un délai de 3 mois et on se base sur des critères d'évaluation, plutôt des scores d'activité, notamment le BASDAI et la SDAS. Si ça ne diminue pas d'au moins 1,1 pour l'ASDAS ou d'au moins 2 pour le BASDAI, là, on est en échec et on passe à la 3e phase. Là, généralement, on passe à une autre classe médicamenteuse, notamment les anti-IL-17, ou bien on passe à un anti-TNF-alpha. Ça, c'est pour critères ASA-SOLAR, mais il y a aussi les critères plus récents, c'est des critères américains. Ce sont des critères conjoints, ACR, Société américaine des spondyloarthrites et le réseau Spartan. Alors, c'est pratiquement la même chose. INS en premier. Après, si ça ne marche pas, anti-TNF-alpha ou bien anti-interleukine 17. Et si ça ne marche pas, on fait aussi une rotation. Ce qu'ils ont mis en rouge, il faut éviter de proposer un biosimilaire d'un anti-TNF-alpha quand l'anti-TNF-alpha échoue. Bien, alors maintenant, quelle biologique choisir? Et là, on va parler de la personnalisation, ou lorsqu'on va personnaliser ou tailorer le traitement. Alors, des fois, il y a des éléments qui nous permettent, qui nous aident à choisir. C'est d'abord les manifestations extra-articulaires, le désir de grossesse, c'est important à prendre en considération, et puis les préférences du patient, il ne faut pas les négliger. Pour les manifestations extra-articulaires, vous les connaissez, uvéite, Crohn, RCH, psoriasis. Là, par exemple, l'étanercept, il saute. Le joker, ou les 2 jokers, c'est l'infliximab, l'adalimumab. Les anti-IL-17 font leur entrée quand il s'agit d'un psoriasis associé. Désir de grossesse, premier choix, c'est les anti-TNF-alpha. Pourquoi? Parce qu'on peut les utiliser ou les poursuivre jusqu'au début de grossesse, même au cours du premier trimestre. Mais le meilleur reste le certolizumab pégol. Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas la barrière transplacentaire, parce qu'il n'a pas le fameux fragment FC qui est nécessaire au passage transplacentaire. Et puis, quand on va proposer un anti-IL-17, il faut bien sûr arrêter le produit 20 semaines avant la conception pour le sécu et 10 semaines avant la conception pour l'ixekizumab. Alors, les préférences du patient, c'est important. Est-ce qu'il préfère la sous-cutanée? Est-ce qu'il préfère la voie intraveineuse? Est-ce qu'il préfère un rythme hebdomadaire, un rythme mensuel ou chaque quinzaine? Bien sûr, il faut partager la décision. Ça, c'est très important. Alors maintenant, 2 questions se posent. Peut-on appliquer la stratégie du tight control, treat to target, à l'instar de ce qui se fait dans la polyarthrite rhumatoïde et dans d'autres maladies en dehors de la rhumatologie, comme le diabète ou l'hypertension artérielle? Seconde question, existe-t-il une fenêtre d'opportunité? Alors, pour essayer d'avoir des éléments de réponse à ces 2 questions, on va commencer par tight control, treat to target. Première étude qui a évalué cette stratégie, étude TICOSPA. C'est une étude ouverte, randomisée. Il y avait 2 groupes. Un groupe tight control
treat to target, un groupe usual care ou soins habituels. Alors, le principal endpoint était l'ASAS Health Index. C'est ça, vous faites la limite de cette étude. Après, il y a des critères d'évaluation secondaire, ce sont des scores d'activité, des scores fonctionnels. Alors, à première vue, quand on voit le critère de jugement principal, il n'y avait pas eu de différence significative entre le groupe Tight Control et le groupe Usual Care. Par contre, quand on voit les critères d'évaluation secondaire, on observe que dans les résultats sont en faveur du groupe Tight Control. Alors, ceci a amené alors ici, par exemple, tous les scores d'activité qui étaient en faveur du groupe Tight Control. Alors, ceci a amené une task force internationale dirigée, je pense, par Joseph Smolen, à proposer des critères, plutôt des recommandations. Alors, ils sont au nombre de 11. Je vais vous épargner les détails. Alors, ce flowchart permet un peu de résumer ces recommandations. Alors, objectif numéro 1, c'est la rémission, qu'il faut essayer de maintenir tant que faire se peut. On se base sur l'ASDAS, qui est le score d'activité référence de la ZAS. À défaut, on peut proposer ou on peut accepter une faible activité de la maladie ou une low disease activity. Il faut aussi prendre en considération les comorbidités et les manifestations extra-articulaires. Deuxième question, fenêtre d'opportunité. Alors, c'est bien sûr la période où l'instauration d'un traitement et d'un suivi adapté augmente considérablement, bien sûr, les chances d'une rémission, à défaut, un bon contrôle de la maladie. Comment? Il faut empêcher l'apparition des phénomènes d'ossification. Et comment? En luttant contre l'inflammation. Et là, je vais reprendre les 4 étapes physiopathologiques du mécanisme dans la spondyloarthrite axiale. Tout simplement, il faut agir à ce niveau-là. À ce niveau-là, avant l'apparition de l'érosion, de la réparation et de l'ostéoprolifération. Je rappelle que dans la polyarthrite rhumatoïde, ça s'arrête à step 2. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas d'ostéoprolifération. Et quand on prend le schéma de l'histoire naturelle de la spondyloarthrite axiale, naturellement, on va se placer à ce niveau-là quand c'est non radiographique, quand il n'y a pas encore de lésion structurale avérée installée. Alors, ça a été démontré, bien sûr, quand on agit très tôt dans l'étude INFAST. C'est une étude qui a comparé naproxène infliximab dans des spondyloarthrites récentes, actives. Là, les résultats sont en faveur bien sûr du naproxène et aussi de l'infliximab. On remarque qu'il y a une diminution du début jusqu'à la fin des scores d'activité et des scores fonctionnels. Là, c'est la première étude qui a démontré l'effet structural des anti-TNF-alpha. Et qu'est-ce qu'elle démontre? Tout simplement, plus tôt on démarre un anti-TNF-alpha, plus faible serait la progression radiographique. Et plus le patient est exposé aux anti-TNF-alpha, plus faible serait la progression radiographique. Alors, chose sérieuse, de quoi on dispose pour traiter, on parle de biologique, pour traiter, bien sûr, une spondyloarthrite axiale. Alors, il y a les 5 anti-TNF-alpha. Vous les connaissez, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va parler des 2 anti-IL-17 qui ont l'AMM, à savoir le secukinumab, produit Novartis commercialisé sous le nom de Cosentyx, et l'ixekizumab qui est commercialisé sous le nom de Taltz, mais qui n'est pas disponible au Maroc. Il n'est pas disponible au Maroc, donc nous, on va se focaliser sur le sécu. Alors là, on va rappeler l'axe ou l'implication de l'axe IL-23 et IL-17 dans le mécanisme physiopathologique des spondyloarthrites axiales. Vous savez, l'IL-17 est une cytokine pro-inflammatoire. Elle est sécrétée par les lymphocytes TH sous l'influence de l'interleukine 23, qui elle-même est sécrétée par les macrophages et les cellules dendritiques, qui eux sont influencés par l'HLA-B27, par la dysbiose intestinale, par le stress mécanique, etc. Alors l'IL-17 va être à l'origine de phénomènes inflammatoires au niveau des anthèses, au niveau des articulations où il y aura aussi de la destruction osseuse, et ceci est lié à une hyperactivation ostéoclastique. Alors le Sécu, c'est un anticorps monoclonal humanisé de type IgG. Il se lie spécifiquement à l'IL-17A. Je rappelle que la famille des interleukines 17, il y en a 6, de A à F. Alors en 2016, il devient le premier inhibiteur de l'IL-17 et le premier traitement biologique en dehors des anti-TNF-alpha à être approuvé dans le traitement de la spondyloarthrite axiale radiologique active.
En 2020, en France, il a reçu l'AMM dans les formes non radiographiques. Au Maroc, il a 3 AMM dans la spondyloarthrite axiale radiographique, dans le rhumatisme psoriasique et dans le psoriasis en plaques. Alors, dans la spondyloarthrite axiale, la posologie, c'est 150 mg. D'abord, il y a une dose de charge, hein, de S1 à S4. Après, c'est tous les mois. Alors maintenant, les études pivot qui ont permis au Sécu d'avoir l'AMM, je vais partager avec vous 2 études, plutôt les résultats à 5 ans de l'étude Measure 1, plutôt à 4 ans, et les résultats à 5 ans de l'étude Measure 2. Alors, Measure 1, l'objectif, c'était d'évaluer l'efficacité, la tolérance du Sécu et bien sûr son impact sur la progression radiographique sur 4 ans. Alors, l'étude a été designée de cette manière-là. Il y avait 3 bras, un bras Sécu 150, un bras Sécu 75 et un bras placebo. Je rappelle que le groupe placebo qui n'avait pas répondu à S16, et là S16, bien sûr, c'était le critère de jugement principal, ça veut dire le score, le taux de réponse ASAS 20 S16, c'était le principal endpoint. Après, les groupes placebo qui n'ont pas répondu à S16 ont été eux aussi départagés et randomisés dans le groupe CQ 150, CQ 175. Alors ça a duré 2 ans et puis il y a eu une extension de 3 ans. Cette extension, ce qu'on déplore, c'est l'absence d'un groupe placebo contrôle. Résultat des courses, on assiste à une diminution dans le temps maintenue du score BASDAI pendant les 4 ans, au-dessus du seuil d'activité. Deuxième remarque, même chose pour la ZAS-4, la ZAS-40. Pendant les 4 ans, ce taux de réponse a été maintenu à un pourcentage très favorable. Pour la ZAS-20, c'était la même chose. Et là, quel que soit le statut TNF, que ce soit pour les patients naïfs de TNF-alpha ou bien ayant déjà reçu l'anti-TNF-alpha. Là, c'est bien sûr la progression radiographique. On a observé qu'il y a une diminution de cette progression radiographique qui était faible, surtout dans le groupe secukinumab, 150 mg. Et là aussi, ce score MSAS, qui je rappelle, c'est le score de référence pour évaluer l'atteinte structurale dans le rachis, lombaire et cervical, pas dorsal. Et donc, il a très peu changé entre la baseline et 4 ans, avec un delta très faible de 1,2. Deuxième étude, résultat à 5 ans de Measure 2. Alors ici, bon, ça c'est le design de l'étude, même chose, 3 bras, un bras Sécu 150, un bras Sécu 75 et un groupe placebo. Je rappelle que ici il n'y avait pas de dose de charge par voie intraveineuse, contrairement à Measure 1. Et là aussi, les résultats sont en faveur du Sécu. On a un ASAS 20, un ASAS 40 qui est maintenu avec un pourcentage assez favorable pendant les 5 ans. Et le BASDAI a aussi maintenu un état d'inactivité pendant aussi toutes ces 5 années. Le profil de tolérance, c'est un profil qui est très favorable sur les 5 ans aussi. Alors maintenant, qu'en est-il de la vraie vie? Et là, ce sont des données qui émanent de 13 registres européens rentrant dans le cadre de la collaboration Eurospa. Alors, les données ont été poolées et analysées. Ça donne quoi? Ça donne que le taux de maintien du Sécu était important, était très favorable, surtout chez les patients naïfs d'anti-TNF-alpha. Deuxième remarque, c'est quand on voit les scores d'activité et les taux de réponse, à 6 mois, à 12 mois, il y avait des chiffres assez favorables pour le Sécu, mais la remarque, c'est que plus le patient est naïf, plus le résultat est meilleur. Première étude ou première tentative, head-to-head, étude surpasse, comparant Sécu et un biosimilaire d'adalimumab. Ça a été, je pense, l'année dernière, publié l'année dernière. Donc, c'est une étude randomisée avec 3 bras, un bras Sécu 150, cette étude surpasse, un bras Sécu 300 et un bras adalimumab, c'est un biosimilaire du laboratoire Sandoz. Le critère de jugement principal, c'était la proportion de patients sans progression radiographique à S à la semaine 104 et on s'est aidé du score MSAS. Aussi, résultat des courses, c'était très en faveur du Sécu avec une proportion de patients de 63%. Alors rapidement, les traitements demain,
Là, je reprends la slide de tout à l'heure et je mets ce qui va venir demain. Les anti-IL-17, il y a 3, et il y a 3 anti-JAK. Tofa, filgotinib, upadactinib. Je passe rapidement les études. Le bimekizumab, c'est un anti-IL-17 A et F. Les résultats sont très encourageants. C'est une étude de phase 2B. Il y a le l'upadacitinib, c'est un produit AbbVie. Là aussi, les résultats sont très prometteurs. C'est une étude phase 2, phase 3. Le TOFA, il est à la phase 3 de l'essai. Je pense l'année prochaine, il y aura peut-être des nouvelles. Et puis, il y a le filgotinib qui est un anti-JAK sélectif 1. Là aussi, quand on voit la réponse ASAS 20, on voit que c'est très, très en faveur du groupe filgotinib. Alors, je conclus et rapidement en 3 phases. D'abord, fin d'opportunité, ça existe. Ça existe dans les formes récentes, actives, avec des signes inflammatoires biologiques ou IRM. Deuxième conclusion, le Sécu a prouvé son efficacité structurale et sa tolérance. Et en dernier, bien sûr, le développement de nouvelles molécules va constituer un pas de plus vers la médecine tailorée, personnalisée. Je vous remercie. Merci, monsieur Dr Nagy, pour cette excellente présentation dans ce symposium. Donc, la discussion est ouverte, même si on a un peu de retard. Donc, 10 minutes, c'est pas beaucoup. Donc, on peut se donner quelques questions. Alors, au niveau du chat, je n'ai pas de questions ici, donc, posées. En attendant, je voulais juste vous demander, que pensez-vous donc de l'immunogénicité donc, du secukinumab dans son usage? Alors, il est très faible, déjà. Et puis, même les anticorps qui ont été, on va dire, détectés, ils n'avaient aucun effet immunogène. Et même, il n'y avait pas eu de problème, c'est-à-dire dans l'efficacité de ça. Ça n'a pas amoindri l'efficacité du produit. Donc, on peut dire c'est un produit beaucoup moins immunogène que certains anti-TNF-alpha. Monsieur Benmimoun. Quand vous voulez. Moi, ce que je voulais, c'est revoir. D'abord, merci beaucoup. C'est une présentation qui est à jour parce que le dernier article paru il n'y a même pas une semaine sur l'intelligence artificielle. Exactement, c'est super. C'est demain. SPA, ça pose toujours un problème quand on a même le diagnostic, même radiologique, ça y est, l'HLA, on est toujours un peu obnubilé par la maladie et on oublie tout ce qui est périphérique, ce qui peut être associé, parce que ça gère la thérapeutique en quelque sorte. Oui, ouais, j'ai parlé des manifestations. Oui, absolument. Oui. Donc, c'est pour ça. Les IL-17, ça, surtout le Sécu, il n'y a aucun problème. S'il y a un psau associé. Voilà. Mais on a des autres IL-17 qui ne sont pas indiqués dans la SPA, alors qu'ils sont indiqués dans le psoriasis et dans le Crohn. Oui, c'est de l'évidence scientifique. À partir du moment où... Alors, déjà, les anti-IL-23, c'est un échec. Ils n'ont rien prouvé dans la spondyloarthrite axiale, alors que ça marche très bien dans le psau et dans certaines MICI. Oui. C'est comme ça, il faut de l'évidence scientifique. À partir du moment où on n'a pas de preuves, on ne peut pas se permettre de donner une AMM. Il y a des produits qui ont carrément échoué, il y a d'autres qui n'ont pas démontré de supériorité par rapport aux produits de référence qu'on propose aux malades. Après, c'est pour ça qu'on aura plusieurs ingrédients. On aura un malade devant nous, on aura plusieurs ingrédients, et puis on va voir qu'est-ce qu'on pourra donner. Et c'est ça demain. Parce qu'après, on aura, vous savez, il y aura beaucoup de produits demain. Alors, comment faire le choix? C'est vrai, il y a les préférences, il y a les manifestations extra-articulaires, il y a les désirs de grossesse, c'est important. Souvent, on l'oublie. Mais souvent, c'est pas évident. Malgré qu'on a quand même des trucs d'orientation. Est-ce qu'on ne peut pas aller avec un IL-17 en première intention? Ben oui. Au fait, c'est une habitude, l'anti-TNF-alpha, parce qu'il est plus ancien, on a du recul. Oui. Oui, ça a été précisé dans les recommandations américaines 2019. Exactement. Donc, on n'est pas à faire les... Il y a professeur Kinsey qui est avec nous. Oui. Professeur Kinsey. Merci Madame Kinsey. Et puis, je voulais vous dire, ne pensez-vous pas Oui. que si on a fait beaucoup de progrès au niveau thérapeutique, je trouve qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès
dans la détermination des profils de patients à traiter. Alors, c'est vrai qu'on a tous envie, on arrive à un moment où on a envie, au fond, de ne pas perdre de temps, faire 3 mois, s'arrêter, reprendre un autre produit, etc. Et on a besoin véritablement de quelque chose qui est de l'ordre de la médecine personnalisée. Et alors, je voulais juste rappeler un petit quelque chose, c'est la pharmacogénomique. Il y a beaucoup de travaux sur ça, et on se retrouve, et comme ça coûte très cher, eh ben, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un investissement énorme à faire là-dedans. Première chose. Deuxième chose, l'ennui dans les spondylarthrites ankylosantes, contrairement, et dans les spondyloarthrites de manière générale, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, ben c'est qu'on n'en voit pas le bout. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Parce qu'on espace, on revient, parce que vous voyez, et c'est vraiment le gros problème dans ces maladies-là. Oui, je partage avec vous parfaitement, hein. On a du mal déjà. C'est vrai que demain, ça va être déjà le profiling du malade, c'est important. C'est important pour optimiser, avoir les résultats. Il faut agir très vite. Plus tôt on traite, mieux c'est, parce que c'est une maladie très handicapante. Et souvent, il y a un retard diagnostique qui est beaucoup plus important que la polyarthrite rhumatoïde. C'est en moyenne de 8-9 ans, des fois. Merci, monsieur. Je vais prendre 2 questions de l'auditoire. Oui. Une du docteur Kitan, je vais vous les donner toutes les deux, et une autre du docteur Benzakour. Oui. Alors, docteur Kitan vous demande risque infectieux par rapport aux anti-TNF-alpha. Docteur Benzakour, qu'en-est-il de l'association anti-IL-17 et méthotrexate? Et après, on va enchaîner par la présentation du professeur Tsazi. Alors, risque infectieux, on a vu que le profil tolérance était parfait. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de comparaison face-to-face. C'est vrai que le risque de tuberculose est beaucoup plus important avec les anti-TNF-alpha, mais franchement, c'est un profil tolérance qui est très favorable. Alors, deuxième question, méthotrexate et anti-IL-17. Là, la question, peut-être Madame Kinsey peut avoir des éléments de réponse là-dessus, mais quand on propose, déjà, ça dépend. Est-ce que spondylarthrite axiale, il n'y a pas de place au méthotrexate, déjà. Donc, on parle d'une autre maladie, peut-être du rhumatisme psoriasique. Voilà. C'est pour le problème d'immunogénicité entre les deux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une molécule peu immunogène. Donc, il n'y a pas ce problème comme on a avec, par exemple, l'infliximab.